Bien, comme je vous ai dit, je suis resté un peu vieille école ancien, c'est-à-dire je parle toujours avec mes papiers. J'espère ne pas vous ennuyer. En effet, je remercie le comité scientifique de la STEMERA de m'avoir confié, me faire l'honneur de parler de diagnostic médical en IA et les enjeux éthiques. En effet, c'est un grand chantier qui nous attend, un énorme chantier qui vous attend, surtout. Donc, l'IA est en train donc, de révolutionner et transformer radicalement les soins de santé en rendant le diagnostic, le traitement et également les gestions hospitalières plus précises, personnalisées et efficaces. Son déploiement dans le domaine de la santé suscite fascination, enthousiasme d'améliorer notre santé, mais également inquiétude. Et je vous rappelle, par exemple, nous avons acquis, par exemple, la maîtrise du nucléaire. C'est un progrès formidable et qui nous permet parfois de traiter les cancers et d'autres maladies. Cependant, le nucléaire peut détruire notre belle planète. Donc, vous voyez que donc, on voit que le grand espoir d'améliorer notre santé, grâce à ces progrès technologiques et techniques, est la mesure du risque et des dérives qui doivent nous faire réfléchir sur ce qui est acceptable et les prétentions inacceptables. Or, l'un des principaux défis posés par l'IA est son imprévisibilité. Son imprévisibilité, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il est impossible de prédire avec certitude l'effet de l'IA qu'aura sur la santé, sur la société, les individus à long terme. Aussi, anticiper les impacts futurs de l'IA est crucial et représente un véritable défi aux principes fondamentaux de l'éthique, c'est-à-dire la protection de la vie privée et la confidentialité des données de santé, le consentement éclairé et l'autonomie du patient, la détermination potentielle en santé, la responsabilité et l'imputabilité en cas d'erreur, et l'équité et la non-discrimination. Nous envisagerons également deux situations où l'éthique va jouer un rôle important. Concernant la protection de la vie privée et la confidentialité, elles sont au cœur des préoccupations. Pour fonctionner efficacement, c'est-à-dire un diagnostic précis, etc., l'IA nécessite l'accès à de vastes données médicales personnelles, c'est-à-dire dossiers médicaux, résultats, examens, analyses et surtout les informations génétiques du patient. Par conséquent, le grand défi, c'est la sécurité de ces données contre les accès non autorisés et les cyberattaques, d'autant plus que l'avancement des technologies et de l'IA, il devient très difficile de garantir un anonymat total, surtout lorsqu'il s'agit de données génétiques uniques à chaque individu. Alors, pour relever ces défis, le développement de technologies de protection de la vie privée doit être fait dès la conception du système d'IA en santé. Deuxièmement, la formation continue des professionnels de santé sur les enjeux de confidentialité de données, une collaboration internationale pour établir des normes communes de protection de données, cela est nécessaire parce qu'on sait que les données peuvent circuler d'une manière facile au-delà des frontières nationales. Enfin, une anonymisation des données médicales et un partage sécurisé des données entre les différentes institutions. Concernant le consentement éclairé et l'autonomie du patient, deux principes fondamentaux de la pratique médicale moderne, ils se trouvent actuellement confrontés à de nouveaux défis, notamment concernant, par exemple, le consentement éclairé, qui implique que le patient soit informé des risques et des bénéfices d'un traitement avant de prendre sa décision, devient complexe, car les algorithmes sont souvent perçus comme une boîte noire, comme son nom l'indique, dont le fonctionnement interne est difficile à expliquer, même pour les personnels de santé.
De plus, les performances des systèmes de santé qui évoluent constamment, il est donc difficile de fournir des informations statiques faites en temps T sur lesquelles est basé le consentement, qui peuvent varier avec le temps. Enfin, quant à l'utilisation des données, les patients doivent être informés de l'utilisation et de leurs données personnelles. D'un autre côté, l'autonomie du patient, principe selon lequel les patients conservent leur autonomie décisionnelle et donnent un consentement éclairé concernant sa propre santé et ses personnelles, est aussi impacté. Les recommandations de l'IA peuvent être perçues comme plus objectives, plus fiables que le jugement humain. Ceci peut influencer donc la décision du patient. Paradoxalement, l'IA pourrait conduire à une standardisation des soins alors qu'elle est censée donner des soins personnalisés. Enfin, une confiance excessive envers ces technologies pourrait éroder la capacité des patients de prendre une décision autonome. Pour relever ces défis, il est essentiel de développer des interfaces explicatives permettant aux patients de comprendre la base des recommandations de l'IA. Les professionnels de santé doivent aussi être bien informés à expliquer efficacement et clairement le rôle de ces technologies. Enfin, il faut maintenir une petite option où, sans l'IA, basée sans l'IA, pour respecter un petit peu les préférences du patient. Déshumanisation potentielle en santé est une préoccupation légitime. En effet, il est essentiel de veiller à ce que le recours à ces technologies ne se fasse pas au détriment de l'aspect humain des soins. En effet, l'un des principaux risques, c'est la perte de contact des patients et soignants, notamment par le développement maintenant des consultations virtuelles qui pourraient remplacer cette interface médecin-malade. Malgré ses capacités avancées, l'IA ne peut pas véritablement ressentir ou exprimer de l'empathie. Un autre danger, c'est la standardisation excessive des soins, où le patient serait traité comme un ensemble de données plutôt comme un individu. Un autre danger, la dépendance excessive des médecins à la technologie au détriment de leurs compétences cliniques et de leur jugement. Enfin, la perte de prise en compte des facteurs sociaux, culturels et émotionnels. Pour atténuer ces risques, plusieurs approches peuvent être envisagées. D'abord, il faut positionner l'IA comme un outil d'aide à la décision plutôt qu'un remplaçant des professionnels de santé. Deuxièmement, inclure des considérations éthiques et humaines dès la conception de ces techniques. Enfin, maintenir une approche holistique globale intégrant les aspects physiques, mentaux et sociaux et peut-être aussi impliquer le malade dans l'élaboration de l'IA. Responsabilité et imputabilité en cas d'erreur. C'est un enjeu complexe. Si l'IA promet d'améliorer la précision et l'efficacité des soins, il est essentiel de déterminer qui doit être responsable lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, c'est-à-dire en cas d'effet indésirable. La principale difficulté dans l'identification de la responsabilité, c'est la complexité du système, car l'IA implique plusieurs acteurs, donc il est difficile de déterminer la responsabilité de ces acteurs et surtout lorsqu'une décision est le résultat d'interaction entre IA et humain. Cette complexité est en plus exacerbée par la nature, encore une fois, de la boîte noire. L'opacité de cet algorithme complique énormément l'identification de la source exacte de l'erreur. De plus, le système de l'IA qui évolue d'une manière continue rend difficile l'attribution d'une responsabilité prise à un temps T
donc ce qui rend un petit peu difficile. Pour aborder ces défis, plusieurs approches sont nécessaires. D'abord, développer des cadres juridiques spécifiques. Encourager la transparence et l'explicabilité du système de l'IA en santé. Envisager des modèles où la responsabilité est partagée entre les différents acteurs en fonction de leur rôle dans le processus. Enfin, mettre en place des systèmes de surveillance et de signalement d'erreurs. L'équité et la non-discrimination. C'est un enjeu important qui mérite une attention particulière, car l'IA pourrait introduire des biais ou des erreurs qu'on appelle des hallucinations dans la décision médicale et l'accès aux soins. Les données d'entraînement constituent le principal biais, surtout si les données ne reflètent pas la diversité de la population et ne prennent pas en compte les facteurs sociaux, économiques et environnementaux qui influencent la santé. Des biais involontaires peuvent être introduits lors de la conception des algorithmes. Enfin, l'interprétation des résultats de l'IA peut être influencée par le préjugé ou la subjectivité de l'utilisateur. Ces biais peuvent avoir des conséquences graves telles diagnostics erronés, recommandations de traitements inadaptés, allocation inéquitable des ressources de santé, perpétuation de disparités de santé. Tels sont les principaux points fondamentaux concernant l'éthique médicale. On va voir deux enjeux et deux applications concernant les enjeux éthiques. D'abord, les prédictions de la maladie. L'IA peut prédire des maladies comme on l'a vu tout à l'heure. Cela soulève des enjeux cruciaux qu'il faut aborder avec attention. D'abord, les implications psychologiques. La prédiction de maladies futures par l'IA peut causer une grande anxiété et un stress important chez les patients qui sont sans symptômes, qui n'ont rien du tout. Et là, cela peut nuire gravement à leur santé mentale et leur bien-être avec un risque de fatalisme et de découragement. Par ailleurs, les prédictions de l'IA sur les risques de maladie peuvent mener à une discrimination dans l'emploi, l'assurance ou encore l'accès aux soins. Les prédictions de l'IA comportent souvent des incertitudes et des marges d'erreur importantes. Il est donc essentiel de communiquer clairement ces limites aux patients pour éviter de faux espoirs ou une angoisse excessive. Concernant la robotique, là, on a vu, Zoé l'a bien développé, la chirurgie robotique soulève des enjeux éthiques importants concernant la formation, la sécurité des patients. L'IA pourrait être utilisée pour former et entraîner les chirurgiens à réaliser des actes complexes de manière plus efficace et plus précise. Cependant, il faut s'assurer que cette formation ne se fasse pas au détriment de l'expérience pratique et du jugement du chirurgien. Concernant la sécurité des patients, l'autonomie croissante des robots chirurgicaux pilotés par l'IA soulève des questions sur la responsabilité en cas de complications ou d'erreurs. Il faut donc s'assurer que les algorithmes de l'IA soient suffisamment fiables et sûrs pour garantir la sécurité des patients. Les processus décisionnels du système d'IA utilisés en chirurgie doivent être transparents et compréhensibles pour les équipes médicales. Enfin, il faut s'assurer également que ces innovations ne causent pas l'inégalité dans les soins de santé, mais soient réparties d'une manière juste. Donc on voit donc que l'IA est un outil précieux, mais qui doit être supervisé par des experts humains dont l'efficacité reste étroitement liée à leur degré de maîtrise de ces technologies. C'est la raison pour laquelle, donc, dans la gouvernance de l'IA en santé,
l'éthique qui joue un rôle fondamental. Son travail est essentiel pour garantir le développement de l'utilisation de l'IA se fasse de manière éthique et bénéfice pour tous. Cependant, son rôle ne doit pas rester statique. L'éthique doit continuer à évoluer à mesure que les technologies progressent, nécessitant une adaptation constante et une vigilance continue face aux défis posés par l'IA en santé. Enfin, l'élaboration de principes éthiques universels pour l'IA permet de créer un consensus sur les questions complexes telles que le contrôle, la confidentialité des données, le consentement éclairé et l'équité des soins. Et je vous remercie. Cependant, je tiens à remercier notre ami Zoé qui m'a aidé à présenter et tout ce qu'il fait. Je crois qu'il mérite un applaudissement. Merci. Merci Sijalou pour cette très belle conférence qui nous a remis les choses en place avec l'éthique, parce que l'IA, c'est pas tout. Hein. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Nedia Kafel qui va animer la discussion. Nous avons le temps de parler. Hein. On a bien avant. On remercie les 3 orateurs qui ont respecté leur horaire. Merci. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Merci vraiment beaucoup, Dr Beji, pour la présentation. Je commencerai par remercier la Société tunisienne de pneumologie, tous mes amis et tous nos confrères et consoeurs qui nous ont fait l'honneur de nous proposer de participer et de modérer cette séance ô combien actuelle et qui soulève d'énormes enjeux éthiques, comme vient de le préciser professeur Darfous. Je félicite également le comité d'organisation pour la qualité de la thématique ainsi que pour la qualité des orateurs et de leur présentation. Alors, je remercie particulièrement donc Dr Suissi pour son intervention sur l'intelligence artificielle et son usage en santé respiratoire. Vous avez mis l'accent sur l'importance de l'intelligence artificielle physique, donc dans la robotique, dans tout ce qui est la chirurgie assistée, mais vous avez aussi parlé de l'intelligence artificielle virtuelle avec son aide au diagnostic et son aide thérapeutique, et vous avez mis l'accent sur particulièrement ses capacités prédictives et préventives, et on espère justement qu'elle pourra donner des éléments suffisamment importants pour laisser le temps aux médecins de voir venir la complication ou la pathologie. C'est l'intérêt du sujet. Ensuite, je remercie également Dr Bensaad, qui nous a parlé de la machine learning et de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'interprétation des explorations fonctionnelles respiratoires. Et effectivement, on a vu la nette progression qu'il peut y avoir lorsque c'est une intelligence artificielle qui interprète les données. Mais justement, le danger est là. Plus la machine est complexe, plus elle est précise, moins elle est facile à comprendre. Et donc, plus on lui doit une forme d'explicabilité. Et c'est là aussi un gros enjeu que vous avez exposé dans votre donc, présentation. Et puis enfin, professeur Jaloul Darfous, vous avez mis le doigt sur les grandes notions, sur les grandes inquiétudes et sur les grands principes éthiques qui risquent d'être bafoués. Vous avez bien résumé en disant que c'est vrai qu'on humanise un petit peu la machine. Est-ce qu'on va pour autant déshumaniser le médecin et chosifier le patient, le réduire à une base de données? Donc, je pense qu'il y a énormément de discussions à avoir. Donc, je laisse la salle commencer par s'il y a des questions, des remarques ou des interventions. Merci. Abdelaziz Hayouni de Sousse. J'aurais une question au Dr Helmi Bensaad. Merci pour cette brillante présentation. Dans les articles que tu as montrés, il y a toujours eu une comparaison entre l'interprétation des pneumologues versus l'intelligence artificielle.
Est-ce qu'il y a eu des études physiologistes versus intelligence artificielle? Ça, c'est une question très intéressante et délicate. Il n'y a pas d'études parce que la spécialité physiologie et exploration fonctionnelle n'existe qu'en Tunisie, en Algérie ou au Canada. Ça n'existe pas dans les autres pays. Les gens qui interprètent les EFR des autres pays sont des pneumologues. Probablement, moi, j'aurai une réunion avec Salma Mqaddam, est-ce qu'elle est là? Et on va essayer de faire la même chose et comparer pneumologue, physiologiste. Donc la réponse est non. On est plus nombreux, on est plus nombreux. Halmi, nous quand on était à Paris dans le service du professeur Lockhart, c'était les physiologistes qui interprétaient les spirométries, c'était pas les pneumologues du docteur Marsac. Hein. Donc on interprétait et on donnait les comptes rendus. Et bon, moi je n'étais pas physiologiste, mais je faisais un stage de physiologie. Et souvent on complétait l'exploration quand on jugeait que les cliniciens avaient demandé quelque chose qui n'était pas suffisamment approfondi. Ça veut dire, je ne sais pas moi, ils vont demander une spirométrie avec CPT et parfois on terminait par une DLCO parce qu'on voyait que, donc en France aussi, dans certains centres, les physiologistes interprètent les spirométries et donnent un résultat avec un compte rendu. Oui, mais ils sont des pneumologues. Et après, ils sont convertis en physiologie. Non, non. Elle a Lockhart, le service d'exploration fonctionnelle, Lockhart, Josette Dalava, Arafasi Jaloul, Toine, tu connais Toine, c'est tous des physiologistes. Et il y avait le service d'exploration fonctionnelle qui était indépendant. Les pneumologues envoyaient les patients et ils revenaient avec un compte rendu complet à Cochin. Il y a 30 ans. Mais je pense que les choses ont changé. D'ailleurs, pour revenir aux deux questions, parmi les limites, c'était l'entraînement des personnes impliquées. Donc, un physiologiste qui ne fait que les EFR chaque jour, il interprète 30-40 EFR, il a plus grande expérience qu'un pneumologue qui interprète 1 à 2 spirométries et plethysmographies par jour. Donc, l'entraînement, c'était une des limites dans toutes les études que je viens de vous montrer. Allez-y, docteur Achesh. Bon, je remercie d'abord tous les conférenciers. Ils étaient formidables. Zouhair et notre professeur Jaloul Darsfous. Et j'ai une question, plutôt une remarque pour Helmi. Oui, tu reviens. Bon, les logiciels et les interprétations concernant l'intelligence artificielle et la spirométrie ont tous été référés à 2005. Oui. Alors que les travaux datent de 2024. Est-ce qu'ils ont fait une abstraction totale des recommandations de la TSIRS 2021? Oui, ça c'est une excellente question que je n'avais pas le temps d'élaborer. En fait, il y avait des recommandations de 2005 pour la TSERS, pour la spirométrie, la plethysmographie DLCO, qui sont d'excellentes recommandations et ont été actualisées en 2022. Aucune des études qui viennent de présenter n'ont discuté le nouveau algorithme d'interprétation ATS-ERS 2022. Probablement il y aura d'autres études futures, mais je vous annonce d'emblée que le nouveau guide ATS-ERS 2022, il comporte au moins 20 erreurs graves. Je dis parce qu'on vient de publier avec mes résidentes un éditorial dans une revue Q1 et on vient d'avoir une revue générale, c'est la question, revue Q1. On a énuméré au moins 20 erreurs méthodologiques. Moi, je pense que si on va donner à l'IA ce nouveau algorithme, il va déconnecter. Et oui, à titre d'exemple, comment interpréter, est-ce que la TSERS 2022 vous dit comment interpréter la baisse isolée d'un VMS? Selon le guide, une baisse isolée de VMS, même à 60-70%, c'est normal, c'est un profil normal, ce qui est tout à fait illogique. Et pas mal, on a énuméré en tout cas 20,
J'espère qu'on a demandé à la TSERS de corriger, de prendre en considération ces défaillances et améliorer le guide. Mais je pense que l'année prochaine, ou même à la fin de l'année, on aura des papiers qui vont comparer IA et performance humaine en utilisant le guide, mais ils vont trouver beaucoup de difficultés. Madame Hamzaoui. Merci, merci à vous trois, c'était passionnant et si Jaloul toujours parfait dans la façon dont il nous remet dans la morale et la moralité de notre métier. Ce qui m'interpelle en fait, c'est... On n'entend pas bien, Madame Hamzaoui. C'est juste qu'il faut que je rapproche beaucoup. Je sais pas si... ma question, c'est par rapport aux bases de données auxquelles les logiciels ont accès. Parce qu'en fait, c'est ça qui va déterminer. Comment est-ce qu'on fait? C'est une question de quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout. Comment est-ce qu'on choisit ou comment est-ce qu'on détermine à quelle base de données a accès un logiciel? Ou bien est-ce que il va sur Internet tout seul et choisit? Parce que là, malheureusement, ça devient inquiétant. On se dit qu'il suffit que quelqu'un, de façon malveillante, mette des données erronées et on va se retrouver avec des logiciels qui ne sont plus du tout fiables. Alors, c'est toujours une question délicate. Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'on ne va pas sur Internet. On va donner à une base de données, les données, par exemple, le FR, on va dire, voilà l'interprétation des experts. On lui donne un algorithme. Et lui, il va s'entraîner. On lui dit, voilà le tableau clinique, ça c'est un déficit ventilateur obstructif, ça c'est une obstruction réversible, ça c'est un tableau restrictif. Et plus on donne une grande quantité, plus il s'entraîne mieux. Mais la réponse, ce n'est pas via Internet. Hein. C'est une base de données où il s'entraîne beaucoup et il aura des réponses plus ou moins acceptables. C'est des systèmes de base de données internationales, en fait. Et puis ça apprend, c'est comme l'intelligence artificielle. Ils sont en train d'apprendre avec... Plus ils voient des examens, plus ils profitent de l'expérience des utilisateurs. Par exemple, prenez en radiologie, par exemple, ils sont en train d'utiliser les lectures des experts pour se performer, pour être rectifiés par rapport à ça et être plus performants. Donc, mais la base de données, elle est internationale. Et comme a dit tout à l'heure c'est Jaloul, c'est ce problème de transparence des données, cette opacité. C'est pas nous qui en faisons les algorithmes, mais des algorithmes qui sont développés. Il y a plusieurs systèmes, il y a plusieurs centres qui travaillent et chacun est en train de profiter de l'expérience des uns et des autres pour avancer. Et puis après, plus ils apprennent, plus ils deviennent performants. Dr Haché. Bon, encore, Helmi, une autre question pour toi. Il y avait deux façons d'aborder la spirométrie que tu as exposées. Il y a les Chinois qui ont donné un modèle, ou enfin différents modèles, et l'intelligence artificielle interprète uniquement l'aspect de la courbe. Et puis il y a l'autre façon qui est beaucoup plus algorithmique puisqu'elle obéit aux recommandations de 2005 et qui est basée probablement sur les chiffres, tout à fait. Et est-ce qu'il existe une différence ou une supériorité ou est-ce qu'on pourrait peut-être pas améliorer comment dire, le deep learning qui est utilisé par les Chinois en intégrant les chiffres dans leur manière de voir ou leur manière d'agir? Ça, c'est l'idéal. Ça devrait être une excellente piste, mais comme je viens de dire, j'ai fait une revue de littérature, il n'y a pas une étude qui a combiné les deux. Mais les Chinois étaient intelligents parce que l'aspect de la courbe des volumes, c'est une mine d'informations, c'est un trésor qu'il faut, avant d'interpréter les chiffres, il faut toujours garder l'aspect de la courbe des volumes, surtout pour chercher les obstructions extrathoraciques, dont personne n'en parle. Moi, je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Dr Hamzaoui à propos des bases de données. En fait, un algorithme ne peut être précis que si sa base de données est de qualité, en fait.
Et si la base de données n'est pas de qualité, eh bien, il a tous les risques de se tromper. Je vous donne un exemple simple. Si on alimente un algorithme pour le diagnostic de dépistage de la tuberculose sur de simples radiographies et sans une PCR pour être sûr que c'est bien une tuberculose, eh bien, on aura toutes les chances de se tromper. Et en plus, ce qui est fait maintenant, c'est des algorithmes qui sont développés à l'étranger et qu'on veut appliquer chez nous sur une population complètement différente. Et c'est là où il y a les biais algorithmiques qui sont en fait l'un des gros problèmes de ces algorithmes IA, c'est les biais qui sont liés à ces bases de données qui ne sont pas des bases de données qui sont, comment dire, la plus large possible, en intégrant le plus grand nombre de données avec des populations différentes. Voilà, c'est ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport à ce qui a été présenté par Dr Bensaad. En fait, l'IA que vous présentez ne me semble pas... elle fait pas peur parce qu'en fait, elle interprète des chiffres. Et parce que c'est vrai qu'il y a un trop grand nombre de données, un peu comme nos images à nous, les outils d'aide au diagnostic, mais les tâches plus complexes d'interprétation en tenant compte d'éléments cliniques, c'est là où l'IA ça n'a pas été présenté comme tel, en fait. C'est là où l'homme, en fait, où l'humain va garder toute sa place. Si on demande à l'IA simplement de nous aider à interpréter des chiffres, ou à détecter quel EFR est faussé parce que le patient n'a pas correctement soufflé, comme nous, l'IA nous aide à détecter des examens qui sont artefactés, et ça nous fait gagner beaucoup de temps, tant mieux. Mais tout ce qui est tâches intégratives et complexes doivent rester en fait à l'humain. C'est vrai que ça va être, comme Zohaïl le dit et comme vous le dites, on sait ce que sera l'avenir, mais en fait, là où on doit vraiment défendre notre BIFSTEC, c'est dans les tâches plus complexes et intégratives. Pas dans les tâches simples qui nous font gagner du temps réellement, qui nous font vraiment gagner du temps parce qu'on est submergé par les datas justement qui sont en croissance exponentielle. Et juste pour terminer sur la gouvernance dont avait parlé Dr Darfous, beaucoup de pays, et l'Europe en particulier, sont en train d'élaborer l'AI Act que tu connais, Nadia. C'est en fait un texte qui est élaboré par la Commission européenne, qui est entré en vigueur en juillet 2024 et qui, en fait, émet ou élabore des règles d'utilisation de l'IA depuis la conception des algorithmes, en fait, jusqu'aux utilisateurs, et qui rappelle les principes éthiques, justement, qu'il faut respecter depuis la conception jusqu'à l'utilisation. Et je pense que nous, notre comité national d'éthique a mis le doigt dessus. Et je pense qu'on devrait vraiment travailler même avec le ministère de la Santé parce que ça envahit notre pratique quotidienne. Et il ne faut pas qu'on soit de simples consommateurs, il faut qu'on soit également acteurs dans l'utilisation de ces algorithmes. D'ailleurs, le comité d'éthique français a créé un comité spécial concernant uniquement qui s'occupait uniquement de l'IA, c'est-à-dire des l'intelligence artificielle. Les comités régionaux. Non, l'intelligence artificielle. Voilà. Il y a un qui est indépendant, demandé depuis 2019. Ils ont mis au point un comité spécifique, ad hoc, qui est indépendant, qui s'occupe uniquement des avis émis concernant l'intelligence artificielle. Je me permets de rajouter un mot pour renforcer ce que disait Saousan à propos de la base de données, Dr Hamzaoui aussi. L'importance de la base de données est énorme, puisque évidemment pour éviter les biais justement d'interprétation, il faut adapter les données aux données locales, c'est-à-dire à la population autochtone. Et on a vu dans des IA utilisées, comme par exemple en dermatologie, où ils essayent de détecter ou de dépister les dégénérescences de certains névus ou lésions cutanées, eh bien, utilisé en Tunisie, ça a donné énormément de faux positifs, parce que les bases de données étaient faites à partir de peaux de carnation claire. Alors que dans la population tunisienne, les peaux étaient plus mates, donc carnation plus... Donc, il est extrêmement important pour avoir une IA applicable chez nous d'introduire vraiment de grandes bases de données tunisiennes. Et je ne sais pas si elle est réellement
en fonction, dans la pneumologie, je sais qu'en radiologie, l'IA est très présente. Je ne sais pas si réellement l'IA est utilisée dans la pratique courante en pneumologie, mais vraiment, il faut introduire des données tunisiennes pour qu'elles puissent être applicables, que les algorithmes soient applicables à notre population. Merci. En Tunisie, elle n'est pas applicable, elle est applicable en France, mais ça reste des résultats d'études qui sont un peu menés par certains chercheurs. Mais il faudra associer les jeunes chercheurs, non même médicaux, mais qui développent de l'intelligence artificielle pour pouvoir développer des projets communs et essayer d'améliorer. C'est ce que vous faites en imagerie, c'est ça? C'est ce qu'on essaye, de développer des bases de données sur lesquelles travailleront peut-être, certainement des ingénieurs tunisiens. En fait, c'est ça le plus important, c'est qu'on ait nos propres bases de données. Moi, je pense que l'avenir pour la pneumo, c'est aussi les objets connectés, comme pour la cardio. Surveiller à distance un asthmatique ou un BPCO, ce serait l'idéal à travers les objets connectés. Mais là aussi, c'est où vont ces données, en fait, la protection des données, où vont ces datas. C'est ça. Personne ne soit surveillé. Allez, vas-y. Merci. Bon, c'est plutôt une petite réflexion, mais en même temps une inquiétude. Alors, il y a deux points il y a deux points que j'aimerais aborder. Le premier, on a parlé de dépistage et cette matinée, on a abordé la thématique du dépistage de la BPCO dans une large population. Je pense que l'IA a toute sa place dans ce domaine. On ressent un manque terrible de cliniciens pour aboutir à cette tâche. Donc, je pense que c'est un grand champ de travail pour l'IA. Mais par contre, ma réflexion, mon inquiétude est la suivante. Donc, tout en partant du principe que l'IA se développe à partir de données d'experts. Et ces experts, ils ont acquis leur expertise à travers leurs pratiques quotidiennes, réelles, face à des malades, des imageries et tout. Est-ce que dans le futur, lorsqu'on aura des générations qui basent plutôt leurs pratiques sur les résultats de l'IA et qui impliquent de façon assez importante l'IA dans leur pratique quotidienne, on aura des gens un peu déconnectés, des malades déconnectés, et on aura des bases de données plutôt pauvres. Je pense, je ne sais pas, hein, c'est juste une réflexion. Et par contre, les recommandations, elles s'améliorent au fil du temps parce que les experts, à travers leur expertise, à travers leur travail et leur application des recommandations, ils constatent des failles telles que le professeur Ben Saad l'a signalé en matière de recommandations ATSRS 2022 sur la spirométrie. C'est en pratiquant qu'on touche les points faibles, qu'on essaie d'améliorer les choses. Mais si on confie cette tâche-là à une machine, donc, et on se déconnecte, on risque de s'éloigner un peu de nos malades et du concret. Je ne sais pas, mais on risque d'avoir des bases de données un peu vieillies. En fait, jusqu'à maintenant, l'intelligence artificielle, elle est en train de simuler l'intelligence humaine, en fait. Elle a la capacité de traiter de larges données de patients, de n'importe où, pour pouvoir trouver des subtilités que le cerveau humain ne peut pas retrouver. Actuellement, ils sont calqués sur ça. Mais on ne sait pas, on est en 2024. Je ne sais pas si d'ici quelques années, l'intelligence artificielle sera peut-être capable de réfléchir, de ressortir des choses que le cerveau humain est capable de le faire. Vu ce qui se passe actuellement pour l'intelligence artificielle générative, au niveau des vidéos, au niveau des audios, au niveau de tout, actuellement, on est complètement... C'est fou. Enfin, ça relève de la magie, ce qui est en train de vivre actuellement. J'ai une petite question, s'il vous plaît. Une petite question. Dans notre pratique de tous les jours, parfois on se pose quelques questions et on n'a pas beaucoup de temps pour aller faire une petite bibliographie, PubMed et tout ça. On a recours à ChatGPT. On lui donne la question, il donne des réponses très belles et très précises. Lorsque vous demandez au ChatGPT d'où est-ce que vous avez eu cette information, donc votre source exactement, il te dit j'ai pas le droit d'accéder à cette source et de vous donner cette source. Donc, à quel point peut-on faire confiance au ChatGPT exactement? En fait, ChatGPT, il y a deux versions. Il y a la version payante et la version gratuite. La version payante est la plus performante. Mais de toute façon, dans ChatGPT, il faudra toujours le mettre en condition. C'est-à-dire, vous allez lui demander de se comporter comme un expert en exploration fonctionnelle, par exemple. Et lui, il va donner des réponses plus précises et plus professionnelles. Après, plus il apprend, plus il se corrige. C'est-à-dire que ChatGPT, il y a quelques années, c'est plus le ChatGPT actuellement.
Et il n'y a pas que ChatGPT, il y a plusieurs systèmes d'intelligence artificielle qui sont développés un peu partout et qui deviennent de plus en plus performantes et qui sont surprenantes en matière de précision, en matière d'intelligence. Zohair, toi, dans tes présentations, à combien estimes-tu l'intelligence artificielle que tu as utilisée pour nous présenter ce que tu as fait? Non, en fait, ça te permet de situer... Non, dans tes présentations à toi, je te parle. Non, en fait, ça te permet d'avoir des idées. Mais elle ne peut pas générer actuellement des présentations tout de suite. Parfois, quand on demande, quand on fait dans la réunion du bureau le programme scientifique et tout, quand on reçoit ton programme à toi, on sait que c'est de l'intelligence artificielle, c'est pas Zohair. En fait, dans le programme scientifique, une astuce, il faudra regarder dans Google Scholar tout ce qui a été publié au cours des 2 dernières années. Et à partir de tout ce qui a été publié, on peut savoir un peu quelles sont les questions les plus pertinentes à mettre dans un programme scientifique. D'accord. En fait, le risque, c'est est-ce que le médecin va être, ce qu'on disait l'autre jour, un médecin augmenté ou un homme diminué par l'IA? C'est-à-dire, quelle va être la place morale de l'humain au milieu de cette machine? Le risque, c'est pour les générations futures. Nous, on avait appris à lire, à écrire. Les générations futures ne vont plus faire cet effort-là. Ils vont directement aller vers ChatGPT. Parce que la table de multiplication qu'on avait dans nos cahiers, et ça, maintenant, les jeunes ne peuvent plus faire table de multiplication. Hein. Tout à fait. Moi, je vous rapporte juste une anecdote qui a été rapportée lors d'une conférence sur l'IA d'un monsieur qui avait demandé à ChatGPT une multiplication à 3 chiffres. Et ChatGPT lui a donné une réponse fausse. Et il lui a dit que la réponse était fausse. Il a de nouveau calculé, il lui a donné une réponse fausse. Et de nouveau, l'utilisateur lui a dit « Votre réponse est fausse ». Et devinez ce que lui a répondu ChatGPT. Il lui a répondu « L'erreur est humaine ». Donc c'est juste pour vous dire à quel point ça peut être dangereux pour quelqu'un qui ne sait pas qu'il est en face d'une machine et pas d'une personne, pour les personnes qui sont vulnérables. Donc vraiment, je pense qu'il faut se méfier de ce genre de choses. Parce que vous pouvez lui demander une question par rapport à quelque chose avec des références. Et si vous allez vérifier les références qu'il vous donne, il y a certaines références qui n'existent même pas. Avec des dates, avec des chiffres, avec des noms. Tout à fait. Mais c'est des il faut faire qui n'existent même pas. Voilà. Il est obligé de répondre, mais il répond à côté. Et pour revenir à ce qu'a dit notre collègue algérien, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est alimentée par l'intelligence humaine. Toutes les données qu'on lui donne sont des données et des interprétations qui viennent de l'humain. Sauf qu'à la longue, l'humain va devenir paresseux. Et donc, qu'est-ce qui va alimenter ou qu'est-ce qui va... C'est ça le but. Après, tu vas me dire, la machine va apprendre d'elle-même. Mais il y a toujours l'humain derrière. Et si l'humain devient paresseux en termes de réflexion et d'intégration de toutes ces données, où est-ce qu'on va, quoi? Je ne sais pas. Avant de conclure, juste une petite question. D'accord. D'accord. Alors, pour Zohair, quels sont les mécanismes que doit avoir un médecin actuellement, justement pour qu'il ne soit pas emporté par excès par l'IA, ou au contraire laisser passer alors que les choses évoluent? Je crois que l'IA, il faut l'utiliser, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Il faut respecter, comme a dit Sijaloul, les côtés éthiques et tout, comme on est médecin. Et puis, il ne faut pas se laisser utiliser comme un moyen. Enfin, il y a une certaine... il faut savoir l'utiliser, tout simplement, parce qu'on peut trouver tout dans l'IA, mais il ne faut pas croire tout ce que l'IA rédige, parce que parfois, vous avez des...